l'électorat a tendance à se satisfaire de paroles. Le poste de ministre de l'Intérieur, c'est formidable. Le ministre de l'Intérieur est toujours populaire. Mais la délinquance ne cesse de progresser et l'immigration incontrôlée ne cesse de progresser. Mais ça fait rien, le ministre de l'Intérieur est populaire parce qu'il surfe sur les problèmes qu'il ne règle pas. Merci Jean-Yves Le Gallou d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. Merci Gabriel Cluzel de m'avoir invité, à Boulevard Voltaire de m'accueillir. Alors, il est à peine utile presque inutile de vous présenter aux lecteurs et aux téléspectateurs, en l'occurrence, puisque c'est sur notre chaîne YouTube. Mais on va le faire quand même. Vous êtes énarque, ancien haut fonctionnaire, ancien député européen, ancien conseiller régional d'Île-de-France, président de Polémia, cofondateur de l'Institut Iliade, essayiste, animateur de l'émission Immédiat sur TV Liberté. Vous êtes aussi alpiniste, mais tout cela d'ailleurs est assez cohérent. Père de famille et même grand-père, je me permets de le dire parce que cela vous inscrit dans le temps long. Vous venez de publier un livre qui s'appelle Mémoires identitaires chez Via Romana. Alors, première question, pourquoi ce livre et à qui le destinez-vous ? Eh bien, ce livre, c'est un retour sur 60 ans d'histoire, en quelque sorte. Ça correspond à l'idée qu'il faut aussi que l'histoire telle qu'elle s'est faite, on l'écrive aussi de notre point de vue, et pas simplement du point de vue de la doxa politiquement correcte, voire des antifas, ça c'est un premier objectif. L'autre aspect, c'est au fond, à travers ces mémoires où il y a un certain nombre d'anecdotes personnelles, je pense une histoire de la Ve République, en tout cas de la Ve République après De Gaulle, puisque ça commence plutôt en 1968. Il y a François-Olivier Gisbert qui a écrit en 3 tomes l'histoire de la Ve République, un peu vue de l'intérieur du système. Eh bien moi, j'essaye de l'écrire de l'extérieur du système. Alors, quand on le referme, on a quand même l'impression d'avoir lu la vie de Cassandre. Vous avez été frappé d'une malédiction, prédire les dangers qui nous guettent, mais sans jamais être entendu. Si vous voulez, je vois des fois des débats, là, y compris en ce moment, autour des frères musulmans, que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. À un moment où ils auraient été peut-être plus faciles à résoudre. Il y a un moment où il faudrait peut-être tirer les leçons de l'expérience. Voilà, je pense qu'il serait temps de tirer les leçons de l'expérience. Alors, vous êtes brillant, vous êtes fruit de la méritocratie républicaine, comme on dit. Vous auriez pu rester tranquillement avec les braves gens de Georges Brassens, ceux qui ne veulent pas suivre une autre route. Du reste, vous avez commencé dans la droite dite de gouvernement. Pourquoi avoir choisi la voie de la dissidence et de la difficulté ? Aujourd'hui, vous pourriez être un clone de Michel Barnier, ce serait extrêmement confortable. Et c'est du reste la question que vous pose l'un de vos fils, ça m'amusait. Et en relisant votre livre, il a dit « Pourquoi cette démarche sacrificielle vers toujours plus de radicalité, papa ?» Voilà, alors je pense pas du tout avoir évolué vers la radicalité, c'est la situation qui a évolué vous n'avez pas changé. La radicalité. Moi, je pense pas avoir changé, mais je n'ai pas accepté l'évolution de la situation. Je raconte mon passage. Bon, un de mes passages importants, c'est le passage quand je passe au Front National. Je quitte la droite dite de gouvernement. Et vous franchissez le Rubicon. Je franchis le Rubicon. Je préférerais d'ailleurs appeler droite d'impuissance gouvernementale, ce serait plus exact. Mais je franchis à la suite d'un entretien avec Alain Peyrefitte. Alain Peyrefitte, c'est un monument, mémorialiste du général de Gaulle, académicien français, et j'en passe. Au moment où j'écris la préférence nationale. Et je vais voir, il est à l'époque président du comité éditorial du Figaro, il me reçoit longuement, je développe l'analyse de la préférence nationale, y compris sur l'islam d'ailleurs, et je développe aussi les propositions. Et à chaque fois, il me dit, mais écoute, il reprend, il me dit, c'est ce qu'il faudrait faire, et à la fin, il reprend, synthèse, c'est ce qu'il faudrait faire et que nous ne ferons pas. Et parce qu'il sait que ses amis du RPR et de l'UDF ne feront pas ce qui est nécessaire. L'intellectuel
est d'accord avec moi et l'homme politique de gouvernement ou d'impuissance gouvernementale pour ses amis sait que ça ne se fera pas. Et donc, à partir de là, je bascule définitivement du côté obscur de la force, ce que j'avais commencé à faire d'ailleurs en 1968, en ne me ralliant pas à ce brillant mouvement de Chianli qui continue de régner au fond aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous êtes à CNews, mais Cohn-Bendit n'y est pas, mais Julien Drey, qui est arrivé après dans les fourgons de François Mitterrand avec SOS Racisme, etc., continue d'être là et de plastronner. Cohn-Bendit est à LCI, je crois. Je ne sais pas Oui, s'il y a encore. Cohn-Bendit est à LCI, il y était il n'y a pas très longtemps. Alors, de fait, on peut parler de mai 68. Votre livre est sous-titré 1968-2025, les dessous du grand basculement. Donc, pour vous, mai 68 a été le début d'une grande bascule dont nous ne nous sommes jamais remis, finalement, et vous-même, ça a conduit à votre bascule personnelle. Absolument. Sous les mai 68, c'est la bascule du pouvoir gaulliste, qui était un pouvoir vertical et quand même globalement nationaliste et conservateur, vers un pouvoir de la gauche et de l'extrême gauche qui prend la rue et qui prend les esprits. Et je pense que l'acte le plus important de mai 68, c'est quand Georges Pompidou, alors Premier ministre, rouvre la Sorbonne et la laisse réoccuper. Et c'est le premier acte de la soumission à l'activisme gauchiste qu'on va retrouver ensuite dès qu'un gouvernement dit de droite essaiera de faire une réforme qui déplaira à la gauche. La gauche mettra les étudiants et peut-être parfois les syndicalistes dans la rue. Les médias soutiendront et la droite reculera. C'est amusant ce que vous dites parce que aujourd'hui, tout le monde fantasme sur une France pompidolienne qui était le paradis, mais finalement, Pompidou, c'était le début de nos ennuis. Pompidou, moi honnêtement, j'étais plutôt pompidolien à l'époque parce que j'avais l'image du conservateur issu du Cantal, enfin l'image qu'on a de Pompidou, l'homme de culture normalien enraciné. Et en fait, tout ce qu'il a fait est catastrophique. Déjà, à l'époque, il faisait rentrer 200 000 étrangers, mais là, c'était des travailleurs par an pour tenir les salaires, déjà. Il a fait voter, ou l'a laissé voter, parce que c'est la loi Pleven, limitant la liberté d'expression. Il a modifié dans un mauvais sens le code de la nationalité. Il a laissé le Conseil constitutionnel s'emparer en 1971 du contrôle du contenu de la loi. C'est pas lui qui l'a fait, c'est le Conseil constitutionnel, mais il l'a laissé faire. Et il a confié l'éducation nationale et les universités à Edgar Faure, qui a poursuivi dans la voie du déclin post-68 Il a nommé comme Premier ministre Chaban-Delmas. Chaban-Delmas, c'est la nouvelle société, c'est le progressisme. Quand on fait le bilan de Pompidou, c'est catastrophique. Et je sais que tout le monde a des souvenirs un peu... Parce que nous étions en haut d'un toboggan. Voilà, on était en haut du toboggan. Voilà, on est en haut du toboggan, donc on peut dire c'était pas mal. Mais vu d'en bas, et on voit que c'est quand même là que ça démarre. Moi, j'ai eu la discussion d'ailleurs aussi bien avec Villiers qu'avec Zemmour, qui avait cette image d'un bon Pompidou, et je pense avoir contribué à les faire évoluer sur ce sujet. Alors, mai 68, pas mai 68, mais c'est aussi, où je me trompe, la date de la déclaration célèbre de l'anglais Enoch Powell. Ouais. Nous sommes d'accord? Oui. Donc vous 20 avril, presque mai. Presque mai, 20 avril. Et vous dites, c'est très intéressant, qu'il est la preuve éclatante que ce ne sont pas les dérapages de Jean-Marie Le Pen qui ont conduit à sa diabolisation, mais son combat contre l'immigration, puisqu'Enoch Powell a été diabolisé. Et immédiatement, alors que lui n'avait pas eu ce genre de propos... Enoch Powell est le premier homme politique européen diabolisé sur cette thématique-là. Il avait fait une belle guerre, il n'avait jamais fait le moindre propos susceptible d'être critiqué au regard d'une quelconque accusation d'antisémitisme. Il a été massivement diabolisé, soutenu immédiatement par l'opinion britannique. Il a reçu des centaines de milliers de lettres, pas de courriels. On est compte en 68. En 68, mais les médias l'ont flingué et il a été, à partir de là, marginalisé. Voilà. De même que dans un genre différent,
Le deuxième à en avoir parlé, cette fois sur un plan littéraire, c'est Raspail en 1973. Et Raspail, le camp des saints, l'a handicapé tout le reste de sa vie, lui a fermé l'Académie française, etc. Raspail n'a jamais non plus fait le moindre dérapage de ce type. Donc, il est possible que certains propos de Jean-Marie Le Pen aient été utilisés au service, instrumentalisés au service de la diabolisation, mais ils ne sont pas l'origine de la diabolisation. L'origine de la diabolisation, elle est antérieure. D'ailleurs, je peux vous dire, moi, quand j'ai basculé du côté obscur de la force en 1985, Le Pen n'avait pas eu de propos controversés sur ce sujet à ce moment-là, et j'avais quand même fortement l'impression de sauter dans le chaudron de la diabolisation. Et d'ailleurs, le maire d'Antony, dont j'étais l'adjoint, M. Devedjian, avait dit « Le Gallou, il sera carbonisé ». Donc, vous voyez, on était en 85, bien avant tout ça. Oui, je note que, s'agissant de Raspail, par exemple, dans le monde littéraire, peu de gens lui accordent le statut de visionnaire. Et pourtant, et quand on voit l'état de l'Angleterre aujourd'hui, on pourrait quand même rendre justice à Enoch Powell. Alors, puisqu'on parlait de Jean-Marie Le Pen, vous aviez beaucoup d'admiration pour lui, si j'ai bien compris. Je crois que vous étiez à ses obsèques. Oui, et absolument. vous dites qu'il vous a beaucoup marqué. Et pourtant, vous avez suivi Bruno Maigret. Oui, bah ça, si vous voulez, c'est la vie a des côtés parfois un peu tragiques. Nous avons été amenés avec Maigret à nous affronter avec lui. C'est quand même lui qui nous a peut-être purgé. Bon, mais voilà, je considère que c'est la vie et que son bilan est globalement très positif. Il a posé avec force à la fois la question de l'immigration, la question de l'islamisation. Il l'a posé avec force, il l'a posé avec courage, et il a pris les coups en retour. Avec le recul, est-ce que je pourrais regretter peut-être c'est qu'il n'ait pas attaché toute l'importance qu'elle aurait méritée, et même il se méfiait un peu de l'implantation municipale, parce que je pense que si l'implantation municipale du courant national qui avait commencé dans les années 95 s'était poursuivie, aujourd'hui il y aurait peut-être une trentaine, une quarantaine de villes, une quarantaine de bastions, où en plus des politiques pourraient être menées, de vraies politiques dissidentes. Ça, c'est un peu dommage, parce que nous n'avons guère de bastions, et les bastions sont pas forcément très, très combatifs sur un plan global. Oui, LR tient par ses barons de province, si j'ose dire. LR tient par son implantation locale. Ses barons de province, mais il n'en fait pas grand-chose. Mais c'est une force. Voilà. Ah, mais c'est une force, bien sûr. Oui, Jean-Marie Le Pen était intéressé par l'aventure présidentielle, oui, essentiellement. Il le disait lui-même, d'ailleurs, je n'ai pas la fibre municipale, c'est la mère de bataille. Et en fait, je crois que c'est un peu un piège, parce que la présidentielle n'était pas gagnable à l'époque. Pas sûr qu'elle soit gagnable maintenant, d'ailleurs, mais elle n'était pas gagnable à l'époque, alors que les mairies pouvaient être gagnées. Donc ça, c'est un peu dommage, voilà. Alors, vous avez soutenu également Éric Zemmour. Oui. La somme de ces deux expériences tend-elle à montrer qu'aujourd'hui, une aventure à la droite de ce qu'on appelle LR, sans le Front National, est impossible? Difficile. Si vous voulez, de même que Dieu aime les gros bataillons, il y a un principe de gravitation, et donc la grosse masse a tendance à satelliser les petites masses. Bon, c'est des expériences similaires pour vous ou pas du tout? C'est des expériences quand même relativement voisines. Je dois dire, là où il y a quand même une différence, c'est que lors de l'affaire de la scission du Front National en 1999, il n'y avait, il n'y avait aucun média. Aucun relais médiatique. Aucun relais médiatique. Alors que Zemmour a bénéficié de relais médiatiques, des réseaux sociaux, des médias alternatifs, puis de relais médiatiques qui n'existaient pas en 1998-1999. La grande novation des 20 dernières années, c'est l'émergence de médias dissidents de la doxa. Ça change la donne, même si les médias de grand chemin, les médias de la doxa, restent de loin les plus puissants.
Alors, plus encore que la politique, c'est la métapolitique qui vous intéresse, j'ai l'impression. Vous êtes un penseur, un ami commun qui vous connaît bien, me l'a dit il y a quelques années, Jean-Louve Le Gallou, il fait un concept tous les matins, comme moi, je me fais couler un café. J'aimerais. Si, c'est ce qu'il pensait. Alors, c'est ce qui vous a attiré vers la nouvelle droite ? Ce qui m'a attiré vers la nouvelle droite, c'est un peu vous savez, le hasard des rencontres. Hein. Dans l'après 68, je me cherche un petit peu, et puis je suis assez ami avec Yvan Blot, et c'est Yvan Blot qui m'amène vers la nouvelle droite, et j'y trouve à l'époque, une certaine radicalité intellectuelle. La nouvelle droite des années 80, des années 70, hein, elle pose deux problèmes qui restent tabous aujourd'hui. Le problème de l'hérédité, qu'on nie aujourd'hui. Hein. Le wokisme, c'est la négation de l'hérédité, de la différence entre les origines, entre les sexes, etc. La nouvelle droite, elle pose ça, elle pose la question de la génétique, de l'hérédité, et elle pose aussi la question du grand héritage, de l'héritage commun européen, en l'occurrence l'héritage indo-européen, qui structure à la fois nos langues et nos manières de penser. Donc c'est une construction auquel je dois beaucoup. On va se parler franchement. Que reste-t-il aujourd'hui de la nouvelle droite ? Parce que elle a souvent des mots très durs pour la chrétienté, pour le catholicisme. Mais est-ce que les jeunes de la droite conservatrice, identitaire, est-ce qu'on ne les trouve pas surtout dans les viviers catholiques ? La nouvelle droite ayant finalement peu transmis, et on le voit par exemple aux États-Unis même. Oui, alors, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on pourrait voir comme un héritage de la nouvelle droite, c'est quand même un peu l'Institut Iliade, qui est revenu sur des fondamentaux, mais avec une démarche qui est beaucoup plus ouverte par rapport au catholicisme, qui est analysé comme une part de l'héritage, hein, qu'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas renier. Et effectivement, il y a une certaine vitalité de mouvements de jeunes catholiques, comme Academia Christiania, par exemple. Hein. Même ailleurs. Et même ailleurs, bien sûr. Alors, vous êtes très fidèle en amitié, je crois que c'est ce qui vous caractérise, et vous écrivez je n'ai jamais, et j'ai pu le constater, je n'ai jamais varié dans mon attitude de soutien aux persécutés comme aux maladroits ou aux malchanceux. Je suis toujours révulsée par les lâchages de leurs troupes par les chefs, et j'ai l'immodestie de penser que si les ministres de l'Intérieur avaient géré leur police comme j'ai géré mes troupes militantes, nous n'aurions pas la délinquance que nous connaissons. Alors c'est vrai que vous êtes très fidèle en amitié, même avec ceux qui vous ont parfois malmené, même avec ceux qui ne sont pas forcément de votre chapelle. Votre livre est tout à fait bienveillant. Oui, alors mon livre est bienveillant. Enfin, absolument. Je suis bienveillant avec mon camp. Je suis un peu moins bienveillant si vous avez lu les quelques passages sur ma vie administrative. Là, j'ai parfois un peu sorti les griffes parce que j'ai rencontré quand même une certaine lâcheté, voilà. Mais vis-à-vis des gens de mon camp, ma première attitude est le soutien, y compris parfois le soutien des gens que je ne connais pas, mais qui vont se trouver persécutés de manière que je trouve tout à fait injuste. Et je crois qu'effectivement, la grande faiblesse de la droite, finalement, de manière globale, c'est le lâchage. Dès que quelqu'un est exposé et attaqué, hop, on se retire, on prend les distances. Évidemment, le type est largué, lâché, et ça a un élément extrêmement démotivant, démoralisant. Je raconte dans l'anecdote. J'ai eu un militant il y a très longtemps qui avait eu un incident. Il avait envoyé un coup de grenaille sur un immigré qui venait l'exciter un peu devant chez lui. C'était pas une très bonne idée d'avoir utilisé la grenaille. Je lui ai trouvé un avocat, en l'occurrence un Wagner, hein, bien sûr, et on s'est occupé de lui. Et je suis allé le sortir de prison au bout de 18 jours, et je suis très content de ça, quoi. Honnêtement, ça n'avait pas été une très bonne idée de se fâcher ainsi. Mais si je l'avais lâché, il aurait croupi en prison beaucoup plus longtemps. Alors, c'est vrai que
vous êtes un peu plus dur, et ce qui est normal avec vos adversaires politiques, mais je suis quand même frappée par la fraîcheur de votre livre. Il n'y a pas d'aigreur. Ah non, il n'y a pas d'aigreur, non. Vous avez même de l'espérance. Oui, absolument. Oui, qui est une vertu théologale. Voilà, c'est ça. Et c'est parce que ça pourrait être plein d'amertume. Oui. Hein. Un certain nombre d'autres personnes qui ont combattu avec vous sont aujourd'hui très amères. Qu'est-ce qui vous donne de l'espérance? Qu'est-ce qui me donne de l'espérance? D'abord, il y a une prise de conscience, je pense. La jeune génération est très différente. Je veux dire, moi, je travaille, je forme des gens, je participe aux formations de l'Institut de formation politique, notamment depuis une quinzaine d'années. Les générations qui se succèdent sont très différentes. Et actuellement, il y a une prise de conscience beaucoup plus grande. Voilà. Alors, maintenant, c'est aussi une course de vitesse. Oui, c'est ça. La démographie, parce que la situation entre évolue. la démographie et la prise de conscience. Voilà. Ouais. Et le problème... Qui gagnera? Qui gagnera. Et la prise de conscience... la prise de conscience des problèmes ne s'accompagne pas toujours de la prise de conscience de l'ampleur des changements qu'il faut apporter pour les régler. Notamment, moi je vois deux changements majeurs à apporter qui sont la condition de tout le reste, c'est que le pouvoir soit repris aux juges constitutionnels, juges administratifs, juges judiciaires, qui aujourd'hui ont la maîtrise de la politique de l'immigration par exemple, et puis qu'on coupe les crédits à la gauche et à l'extrême gauche à travers les crédits qu'elle reçoit pour ses médias, pour ses associations et pour ses syndicats. Voilà. Parce qu'au fond, nous combattons avec notre argent et l'argent de ceux qui nous soutiennent, et eux combattent avec l'argent public qu'ils prennent sur les contribuables. Il est évident qu'il n'y aura de véritable changement que quand la gauche et l'extrême gauche sera frappée à la caisse et quand les juges seront remis à leur place normale, c'est-à-dire sûrement pas celui de faire des lois ou de surinterpréter les textes. Parce que finalement, plutôt que de pousser des enfants à faire, je ne sais pas, HEC, Polytechnique, l'ENA, il aurait mieux pas fallu les pousser vers l'école de la magistrature. Puisque le pouvoir est là. Et le pouvoir est là, oui, mais l'école de la magistrature est quand même très, très formatante et très formatée. Hein. Et la marge de manœuvre, je ne crois pas que le magistrat qui pense bien ait une plus grande marge de manœuvre que le haut fonctionnaire qui pense bien. Ils vont se serrer dans un système... Et il y a le syndrome de la salle des profs. C'est-à-dire que dans une salle des profs, il y a peut-être une personne ou deux personnes qui pensent autrement, mais qui n'osent pas le dire. Dans les tribunaux, il y a un certain nombre de gens qui pensent bien, mais qui n'osent pas le dire. Et c'est un peu un phénomène global, quelle que soit l'institution, que ce soit l'école, la justice ou l'administration, ou même l'entreprise privée. Alors, quand on lit votre livre à l'aune de l'actualité, on se dit, mais quel regret! Vous développez notamment tout un chapitre, plusieurs pages sur l'affaire des foulards de Creil. C'est vrai qu'on se dit, si à ce moment-là, il y avait eu cette fameuse prise de conscience dont vous parliez, peut-être que les choses auraient changé. Oui. Alors, à la suite des foulards de Creil, M. Jox a créé un conseil d'orientation de l'islam de France, qui est devenu le CFTM, qui est devenu... Enfin bref, on a enfumé, comme d'habitude. L'histoire de Creil... ce qui est central dans l'histoire de Creil, c'est Chénière, le principal qui a résisté, qui était le principal du collège de Creil, et qui s'est opposé à l'entrée des jeunes filles voilées dans son collège. Mais qui a été complètement désavoué. Alors, il a été désavoué. Alors, c'est intéressant, Chénière. Chénière, c'est pas un homme d'extrême droite, il est antillais, il est franc-maçon. Bon, et il est enseignant. Bien. Mais il est effectivement désavoué, en tout cas il n'est pas soutenu, mais il est investi en 1993 candidat RPR. Il est élu candidat RPR, député RPR de Creil. Et le calcul électoral est assez simple, pour garder la circonscription, il faut être élu maire de Creil. Et donc en 1995, il fait une liste pour être élu maire de Creil, et pour être élu maire de Creil, il a besoin de faire alliance avec le Front National. Et donc, il s'adresse à l'état-major de son parti, il explique la situation, on lui refuse. Il est battu,
c'est le cordon sanitaire. C'est le cordon sanitaire. Il est battu à Creil et il perd sa circonscription en 97. Et c'est terminé. C'est terminé, il rentre dans l'éducation nationale, il est maltraité. Alors qu'en général, un député qui perd son mandat, il retrouve une place plutôt convenable dans son administration. Là, il est maltraité, il est persécuté. Et ce qu'il faut retenir quand même d'essentiel, parce que c'est une des clés de voûte de la politique, en France et dans les autres pays d'Europe, c'est le cordon sanitaire. À partir du moment où vous mettez un cordon sanitaire qui exclut du jeu politique la partie la plus à droite, eh bien le point d'équilibre, il est à gauche. Il est au milieu de la gauche, puisqu'on a exclu la partie la plus dynamique de la droite. C'est valable en France, c'est valable en Allemagne, c'est valable en Belgique, c'est valable partout. Le cordon sanitaire, c'est ce qui explique la dérive à gauche. Et quand je vois un homme politique, par exemple, comme M. Retailleau, qui prend des positions droitières, à partir du moment où il reste dans la logique de cordon sanitaire, même s'il devait être élu, il serait prisonnier de la gauche, puisque le centre de gravité, il est à gauche. Oui, parce qu'un sondage récent de Figaro Sud Radio là, montre que quand on additionne, bon, les dynamiques électorales, c'est pas que des additions, mais qu'on additionne les scores des uns et des autres, la droite pèse 2 fois plus lourd que la gauche dans l'opinion. Hein, oui, mais sauf que la droite est divisée en deux par le cordon sanitaire. Alors que la gauche, là, déjà, Ruffin a proposé de faire une primaire de Poutou à Hollande. Enfin, ils sont pas regardants. Donc, vous pensez qu'il va se passer la même chose avec Bruno Retailleau que, par exemple, ce que nous avons pu déjà voir, soit avec Nicolas Sarkozy, soit avec François Fillon, c'est-à-dire finalement conduire à une élection au centre. Bah oui, à partir du moment où vous excluez 25, 30, 35% de l'électorat, vous êtes forcément prisonnier du reste. Bon, la pire situation, ça pourrait être un deuxième tour Retailleau-Bardella, parce qu'à ce moment-là, ça serait Chirac en 2002, où on est élu par la gauche. Le cordon sanitaire, c'est ce qui tue. C'est pareil en Allemagne d'ailleurs. Oui. En Allemagne, vous totalisez l'AfD et le parti identitaire allemand et les chrétiens démocrates, vous avez 50%. L'opinion allemande, elle est de ce côté-là. Mais il y a le fossé, il y a le couperet, il y a le cordon sanitaire, et donc, alors que l'électeur moyen de la démocratie chrétienne allemande, il est plus proche de l'électeur moyen de l'AfD, avec des différences géographiques, il va gouverner avec les socialistes et avec les Verts. Voilà, c'est pareil. À Anvers, il y a en 95, le parti identitaire Vlaams-Belang avait réussi à obtenir plus de 40% des suffrages. Tous les autres se sont alliés. Les démocrates chrétiens, conservateurs, catholiques, bontins se sont alliés avec les trotskistes et les maoïstes pour faire barrage le cordon sanitaire. Aujourd'hui, Anvers est une ville islamiste. Voilà. Voilà le cordon sanitaire. Si vous voulez, le problème, il y a 2 problèmes. Sur la métapolitique, sur les idées, il y a la diabolisation. Et sur le système politique, il y a le cordon sanitaire. Voilà. Et le cordon sanitaire, il n'a pas encore sauté. On l'a vu d'ailleurs lors des dernières élections législatives, où finalement M. Wauquiez ou M. Marleix ont préféré être élus avec le soutien de LFI qu'avec le soutien du Rassemblement national, malgré tous les efforts censés avoir été faits pour la dédiabolisation. Alors c'est quand même assez désespérant pour les électeurs de droite. Vous pensez que personne n'est capable de venir à bout de ce cordon sanitaire, de mettre tout le monde autour de la table en disant « Écoutez, mais vous avez quand même un plus petit dénominateur commun. Vous pensez que Bruno Retailleau n'osera pas le franchir ?» Non. Le seul, si vous voulez, ce qui est intéressant, il y en a un qui a franchi, c'est Ciotti. Sauf que quand Ciotti a franchi, il a pratiquement emmené aucun député avec lui. Et les 15 députés que Ciotti a, c'est des gens de droite qui viennent des milieux étudiants de droite et tout, qui sont très bien. Mais aucun, à part une ou 2 personnes, je crois, aucun n'était député sortant. Députés sortants, ils ont préféré leur confort. Et ils ont préféré être élus avec les voix de gauche et les voix macronistes que de passer du côté obscur de la force.
Donc, vous pensez que le cordon sanitaire a encore de beaux jours devant lui? J'attends qu'il saute, parce que c'est ça la clé. C'est le verrou. Sur le plan politique, c'est le verrou. Sur le plan politique, c'est le verrou. Sur le plan pratique, une fois que le verrou a sauté, il faut faire sauter le verrou judiciaire et le verrou des financements de la gauche. Alors, pour revenir à votre livre, vous avez rencontré beaucoup de personnalités, tant dans votre parcours de haut fonctionnaire que dans votre parcours politique. Quelle est votre meilleure surprise et quelle est votre plus grande déception? Est-ce qu'il y a des gens dont vous étiez dit, oui, enfin, c'est quand même des apparatchiks sans intérêt, et finalement, vous leur avez trouvé un peu de courage? Ou est-ce que d'autres vous ont beaucoup déçu? Si vous voulez, une des expériences que j'ai trouvé le plus décevante, le plus terrible et le plus significatif, c'est au Conseil régional d'Île-de-France. Un jour, on présente un amendement et il y a un élu RPR qui anime un syndicat de petits patrons, on va dire, et qui me dit « Il est très bien votre amendement, je voudrais le voter, demander un scrutin public ». Et donc je demande le scrutin public. Je regarde, il n'a pas voté. Bon, alors je le retrouve après à la buvette et il me dit « Mais je ne comprends pas ce que vous avez fait. Je voulais un scrutin secret. » Ah bon? Ce qui n'existe pas dans ce cas-là. Mais je dis « C'est pas possible. » Alors il me dit « Oh, faut pas m'en vouloir. Je suis lâche. » Et ça m'a sidéré parce que au XVIIIe, au XIXe siècle, vous aviez des gens qui ne savaient pas tenir l'épée ou qui ne savaient pas tirer au revolver, qui se levaient quand même à 5 heures du matin pour aller se faire tuer en duel, ou risquer de se faire tuer en duel, plutôt que de perdre leur honneur. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour leur honneur, et pour arriver à ce personnage, qui risquait pas sa vie en l'occurrence, et qui me dit « je suis lâche », et qui présente la lâcheté comme une excuse. Alors ça, c'est le pire exemple. Voilà, ça c'est le pire exemple. Après, les exemples les plus positifs, moi j'ai bien aimé toute l'équipe qu'il y avait autour de Le Pen dans la première en 86-88 au Parlement. Et il y avait vraiment des personnalités très, très brillantes, très fulgurantes, avec des expériences différentes, de beaux intellectuels ou des hommes qui avaient connu la guerre ou la clandestinité, ce qui est une autre formation. Donc j'ai bien aimé. Alors, vous voyez, c'est un hommage un peu collectif à ce groupe de députés de Jean-Marie Le Pen en 86, qui était une belle équipe. Ouais. Alors aujourd'hui, on vous sent très critique avec Marine Le Pen. Est-ce que vous l'êtes aussi avec Jordan Bardella? Est-ce que vous ne pensez pas pourtant qu'elle a réussi à agréger un milieu populaire comme personne ne l'avait fait jusqu'avant, à récupérer tout un électorat que la gauche avait oublié, ce qui, par exemple, n'est pas le cas de LR? Oui, alors, si vous voulez, je crois que l'électorat populaire, il est arrivé au Front National avant Marine Le Pen. Il est arrivé au Front National avant Marine Le Pen. Et quand vous regardez d'ailleurs l'histoire sociologique du Front National, en 84, c'est un électorat bourgeois. En 86, c'est un électorat déjà moins bourgeois. Très rapidement... Pourquoi? À cause de la dédiabolisation ou de l'abandon de la gauche ou... L'électorat bourgeois de 84, c'est un électorat dissident de la droite, notamment du RPR, et qui a un petit peu disparu, en fait, qui s'est ensuite normalisé. Et puis l'électorat populaire, il s'est mobilisé parce qu'il a été trahi par la gauche, il a été abandonné par la gauche sur l'immigration. Mais la sociologie du vote Front National est déjà une sociologie populaire dans les années 95 et 2000-2002. Donc Marine, de ce point de vue-là, n'a pas innové. Alors, elle a peut-être insisté là-dessus, puisqu'elle-même s'est implantée électoralement dans le Nord-Pas-de-Calais, où la sociologie électorale est un peu différente de celle qu'il y a, par exemple, dans le Midi. Il y a deux Fronts nationaux. Il y a le Front national du Nord et le Front national du Midi. Mais honnêtement, l'électorat populaire, il est arrivé sur les questions identitaires et non pas sur les questions sociales. Alors peut-être qu'après, le discours social est censé avoir facilité les choses, mais il est arrivé avant. Il est arrivé à une époque où Le Pen tenait encore un discours, Le Pen père, tenait un discours encore très, très libéral.
Et comment vous voyez la suite, là vous pensez vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous pensez que le jugement va être confirmé? Absolument, absolument. Moi, je pensais qu'elle serait condamnée et avec exécution immédiate. Ah, vous le saviez? Je le savais, non. Je l'anticipais, pour une raison d'ailleurs extrêmement simple. C'est que quand vous voyez comment les juges ont traité Fillon, comment les juges ont traité Guéant, comment les juges ont traité Sarkozy, on ne voit pas pourquoi ils auraient été plus aimables avec Marine Le Pen. Donc les juges, dans ce genre d'affaires, ils font des crânes. Et donc, ils ont fait le crâne de Guéant, ils ont fait le crâne de Fillon, ils ont fait le crâne de Sarkozy, ils font le crâne de Marine Le Pen. Voilà. Donc je pense que ses chances de pouvoir être candidate en 2027 sont extrêmement faibles. Donc, on pourrait peut-être revenir à ce rapport des frères musulmans qui est sorti. Est-ce que cette prise de conscience, malgré tout, il a sorti quand même de préconisations curieuses, bref, montre quand même que écoutez, l'électorat peut se radicaliser, qu'il peut y avoir une solution, parce que tel que vous me le dites, le Rassemblement national, ça va être compliqué. Marine Le Pen va sortir du champ, c'est ça, hein? Oui. Donc il y aura à sa place Jordan Bardella. Sans doute, oui. Voilà, et donc vous dites que Bruno Retailleau ne coupera pas le cordon sanitaire. Pour le moment, il ne l'a pas coupé. Et pourtant, ce rapport des frères musulmans participe d'une certaine prise de conscience pour l'électorat. Donc comment il va se satisfaire de cette situation? Si vous voulez, le problème, c'est que l'électorat a tendance à se satisfaire de paroles. Les paroles, si vous voulez, le poste de ministre de l'Intérieur, c'est formidable. Vous avez depuis Marcellin, vous avez eu Pogna, vous avez eu Pasqua, vous avez eu Sarkozy, vous avez eu Valls, vous avez eu le ministre de l'Intérieur, il est toujours populaire. Alors, c'est quand même formidable. Le ministre de l'Intérieur est populaire, mais la délinquance ne cesse de progresser et l'immigration incontrôlée ne cesse de progresser. Mais ça fait rien, le ministre de l'Intérieur est populaire parce qu'il surfe sur les problèmes qu'il ne règle pas. Voilà. Et donc, il n'y a pas de choses très nouvelles. Le Vanguard a établi la liste des entrées d'étrangers par ministre de l'Intérieur successifs depuis 2020, depuis 2000, donc sur 25 ans. Et c'est très simple, celui qui en a fait le moins rentrer, c'est le socialiste Vaillant. Pourquoi ? Parce que chaque ministre de l'Intérieur fait rentrer plus d'étrangers que le ministre précédent. Et pour la délinquance, on a à peu près le même résultat. Mais ça fait rien. Comme il dénonce les problèmes qu'il ne règle pas, il est populaire. Tous les ministres de l'Intérieur ont été populaires. Et donc, même M. Darmanin était populaire. Alors, c'est difficile d'être plus catastrophique. Est-ce que, on en finira peut-être par là, est-ce que dans votre parcours, il y a des choses que vous regrettez, des virages que vous avez pris, que vous n'avez pas pris, que vous regrettez d'avoir pris ou pas pris? Non, je ne regrette pas. Je trouve que la scission de 98-99 a affaibli le mouvement, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Parce que je pense que dans le contexte de l'époque, je n'avais pas le choix. La vie est parfois un peu tragique, mais c'est vrai que les conséquences ont été un affaiblissement durable du courant national. Vous ne regrettez pas d'être passé du côté obscur de la force? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc je me serais ennuyé. Du côté éclairé de la force, je me serais ennuyé. Non, je n'ai aucun regret. Bon, et donnez-nous quelques motifs d'espérer, parce que je dis que votre bouquin est plein d'espérance. Donc, moi, je vous dis, l'espérance, c'est la prise de conscience. L'espérance, c'est les jeunes générations. L'espérance, c'est quand même le début d'une forme de communautarisation des Européens. Voilà. Après, l'espérance politique, ça suppose des conditions qui, aujourd'hui, ne sont pas encore remplies, mais qu'il faut essayer de faire progresser. Voilà.
Merci Jean-Yves Le Gallou. Je recommande la lecture de votre livre Mémoire identitaire, 1968-2025, les dessous du grand basculement. C'est aux éditions Via Romana pour ceux qui n'ont pas connu cette période ou ceux qui l'ont connue mais n'en gardent qu'un souvenir confus ou n'en ont pas connu tous les ressorts, hein, parce que c'est extrêmement intéressant. Vous étiez dans les arcanes de la droite et du Front National, qui ont entendu parler de la nouvelle droite sans savoir exactement de quoi il s'agissait. C'est un livre passionnant et très personnel en même temps, voilà, qui se lit vraiment avec une grande facilité. Donc, je le recommande vivement aux lecteurs de Boulevard Voltaire. Et je leur souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager. Merci. Merci beaucoup.